Allez, nous sommes partis pour une dégustation d'un texte qui ne peut nous faire que du bien par les temps qui courent. Alors je vais vous lire ce soir le chapitre qui s'appelle Le Messager. Le Messager. Extrait d'un livre qui va constituer le trésor de toutes les générations juives marocaines à venir, extrait des contes de Mogador écrits par Jocacon, le Balzac, le Prévert de la société juive marocaine. À l'heure où le soleil couchant enflamme sa crinière et fait violence aux yeux, Raphaël Ben Senior aperçut la porte de la ville. À ce moment-là, il s'arrêta et sans toutefois quitter sa bicyclette, il resta à califourchon, les deux pieds par terre, les bras appuyés sur le guidon, le front sur les mains. C'est alors qu'il récita « Béni sois-tu l'Éternel qui m'a conduit en bonne santé jusqu'à la porte de la ville avant la nuit. Et ce temps que tu me fais vivre, mon Dieu, Toda Rabba Hachem de m'avoir amené jusqu'à la porte de la ville. Après l'effort, la satisfaction d'être arrivé au bout de la journée et enfin le soulagement du crépuscule. Le vent du large qui caressait la presqu'île soulevait tantôt cette odeur de sardine si particulière à la ville, tantôt cette odeur de chaud, humide, rose qui recouvrait les remparts des Saouira. Il avait besoin de sentir la ville avant de l'aborder, de s'en imprégner, de l'apprivoiser en quelque sorte, d'ajuster son attitude. Puis il défit son turban, s'en épongea le front et le remplaça aussitôt par un béret tout neuf. Commencent alors les vérifications d'usage. Défaire le hezem, défaire son hezem, le rouler et le ranger dans sa poche, dans sa sacoche, jeter un dernier coup d'œil sur la liste des clients et pour la première fois faire tinter la sonnette de sa bicyclette. En vérifier le timbre, ring, ring, ring. Des fois que le chaos de la route l'aurait faussé. Raphaël était maintenant paré pour entrer dans la ville. Et puis non, se dit-il. D'abord, une petite pensée pour Nissim Ben Senior, son père, grand messager au petit trot. Raphaël lui succéda 2 ans auparavant. Sur son lit de mort à Imin Nessim transmit sa charge
à son fils qui prit la route pour Mogador le lendemain matin. Que n'eût-il été fier de voir son fils ouvrir la voie des messagers à bicyclette. Il voit son père le matin assisté de son épouse Simi, remontant son saroual jusqu'en dessous des genoux, découvrant ainsi des mollets saillants et brillants, portant des sandalettes en semelles de pneus usagés, spécialité du petit artisanat juif. Un turban pour éviter que les gouttelettes de transpiration ne lui tombent sur les yeux. Ajustant toujours avec l'aide de Simi le hezem. Des mamelouks en laine cramoisie pour maintenir l'abdomen et les reins dans lequel il aura inséré l'argent pour être plus près du corps. Y accrocher un petit sac de pois chiches grillés, une gourde en cuir, cousu les messages, les lettres de change, les faire-part de mariage, les avis de décès et surtout les informations sur l'état des promesses des oliviers, des amandiers et des caroubiers. Les caroubes qui entraient dans la composition du chocolat intéressaient les négociants de Mogador, premier port phénicien sur l'Atlantique, qui chargeait les bateaux pour Southampton. Dans l'Antiquité, cela a commencé avec les Gaulois. Des cargos, un compromis entre le bateau égyptien et grec. Une seule voie carrée, un faible tirant d'eau adapté pour le cabotage qui lui permettait de trouver un havre un peu partout. Mogador, la presqu'île, était un comptoir phénicien sur la route de l'Afrique. Le génie de ces derniers jours pour arriver jusque-là était qu'ils avaient compris intuitivement, empiriquement aussi, l'une des deux méthodes n'est rien sans l'autre. Comment sortir de la Méditerranée en traversant le détroit de Gibraltar? Le fort courant de l'Atlantique, en direction de la Méditerranée, empêchait les navires d'accéder à l'océan. Aidés de leur instinct, les marins suspendaient de gros sacs de pierre à l'arrière du golos à une certaine profondeur, ce qui avait pour effet de le propulser hors du détroit de Gibraltar vers l'océan. En somme, ils avaient compris très tôt qu'il y avait des tapis, un courant de la surface entrant, compensé par un courant inférieur sortant. L'évaporation supérieure de l'eau de surface à cet endroit faisait que la molécule de sel plus lourde tombait.
remplacée aussitôt par l'eau plus salée de l'Atlantique. Les Phéniciens mouillaient dans l'une des îles purpuraires. Je vous expliquerai ça en fin de chapitre. Les Phéniciens mouillaient dans l'une des îles purpuraires en face de Mogador, après avoir déposé leurs marchandises sur la plage et emporté nos caroubes et nos amandes. Le jeu favori des petits Mogadoriens en excursion était de creuser la terre à la recherche de pièces phéniciennes. Et il y en avait beaucoup à croire qu'il les avait semés pour la postérité. Nissim commençait sa tournée par remonter vers Chichawa. Première étape, où il passait la nuit chez un négociant qui lui confiait des factures à remettre à des grossistes de Mogador. Le transporteur n'étant pas habilité à les encaisser. Ensuite, une journée de petit trot de 20 kilomètres qui le ramenait chez son ami Belarbi, marchand d'œufs, huile d'argan et de sardines en boîte dans une petite casemate sur le bord de la route. Une simple natte de paille tressée lui servait de couche au fond de la boutique, tandis que son ami veillait à la lumière d'une lampe à acétylène, attendant patiemment le voyageur imprévoyant. Jusque tard dans la nuit, le lendemain matin, après avoir avalé un pain d'orge trempé dans de l'huile d'olive et du miel, accompagné d'une théière de thé, il reprenait la route en direction de Mramr, où il passait la nuit chez un correspondant. Là, il dînait avec toute la famille, systématiquement, d'un plat d'oignons au curcuma et de quelques boulettes de viande. Une dernière halte à Unara, dans un fondok, puis Mogador, sa destination finale, celle où il était attendu, comme le Messie. Sitôt la première porte passée, les fenêtres s'ouvraient pour laisser apparaître des femmes, des hommes, des enfants qui tentaient un passage pour leur tête. Et la question était toujours la même. Quelles sont les nouvelles ? Est-ce qu'il a plu à Emin Tanout ? Y a-t-il une demande ? Y a-t-il un homme à marier ? Et il répondait toujours, il y a, oui, il y a toujours, tout en marchant. À ce stade, on est un messager positif. On n'est pas oiseau de malheur, qui est un autre métier. Annonciateur de mauvaises nouvelles. Comme tout bon voyageur, Nissim savait raconter les histoires. Et dès son retour, il en réservait la primeur à Simi, qui n'a jamais quitté son village ni vu la mer.
Et quel ne fut pas son étonnement quand au retour de l'un de ses voyages, il lui raconta qu'un soir, toute la ville s'était rassemblée sur la plage pour voir un remorqueur tirer un navire anglais échoué sur un banc de sable. Et ce remorqueur tirait si fort que le câble d'acier se mit à rougeoyer pour finir par s'enflammer, tout en projetant dans le ciel des particules de métal en feu d'artifice. On dut attendre les grandes marées et l'aide de 2 remorqueurs dépêchés de Gibraltar pour tirer le navire chargé de caroubes et d'amandes pour le Royaume-Uni. D'ailleurs, un décret de la ville exigeait que l'on ajoutât ces mêmes caroubes à la nourriture des chevaux de calèche afin de parfumer la ville. Nessim connaissait la valeur de l'inutile et sa légèreté. Après un séjour sur les routes, loin de sa bien-aimée, nous ne faisons que passer, pensait-il. On ne va pas y ajouter la tristesse. Simi l'admirait avec les yeux de l'amour. Quel conteur! Il a vu la mer, les bateaux. Il a assisté à des miracles de la nature. Nessim le voyait bien. Mais voilà, il n'y a pas toujours d'histoire captivante. Alors, il en étoffait quelques-unes, y ajoutant du piquant. Celle des sauterelles, entre autres, impressionna aussi Raphaël. Alors que j'étais sur la route, j'aperçus au loin des nuages de sauterelles. Je m'arrêtai, incapable de bouger, comme hypnotisé. Un de ces nuages qui passa au-dessus de ma tête était tellement grand qu'il provoqua une éclipse solaire. Je me suis à ce moment-là recroquevillé lorsqu'une éclaircie apparut. Je me suis relevé. Qu'ai-je vu? Le nuage s'était abattu sur un troupeau de moutons qu'il dévora aussitôt, s'attaquant en même temps aux citronniers et aux champs de blé alentour. En un instant, un désert était né. Plus de bêlements, plus de chants d'oiseaux, seulement un tapis de sauterelles repues. Simi, tout ouïe, se tapotait les joues, se tapotait les cuisses, se pinçait les joues en invoquant tous les saints de la région. Raphaël, lui, était fier car son père, l'œil malin, lui jetait un regard comme pour dire « Oui, mais ton père a plus d'un tour dans son sac. » Ou plutôt dans son turban. Pendant que Simi, angoissé, criait « Allez, allez, raconte, délivre-moi !» À ce moment-là, continua Nessim, mon père, que Dieu ait son âme,
m'apparut entre les nuages, car une deuxième vague me submergea. Dès lors, les gestes m'étaient dictés. Sans réfléchir, je défis mon turban et le fis tournoyer au-dessus de ma tête. Les sauterelles lourdes et groggy tombaient à terre. Je tournoyais ainsi jusqu'au soir, sans sentir la moindre fatigue, grâce au mérite des saints, aux bonnes actions de mon père, pour finir par plonger la tête la première au-dessus du tas qui s'était formé autour de moi et me dégager. C'étaient des sauterelles bien dodues, l'abdomen tendu, toujours sous la conduite de mon père, qui me soufflait les décisions. Je rassemblais ce tas de malédictions comestibles et autorisées par le Lévitique qui dit que les insectes qui ont des genoux sont cachés. La Torah aime bien les genoux. Ainsi, pour définir un ange, elle dit que c'est un personnage qui en est dépourvu. L'ange n'a pas de genoux. Les ignorants trouvaient une autre raison de les consommer. Et pour se déculpabiliser, se persuader que la poitrine des sauterelles portait une lettre hébraïque. En l'occurrence, un chet. Un het ou un chet. Une raison plus prosaïque était qu'elles étaient délicieuses. Leur abdomen, un jaune d'œuf dur, le reste, y compris les ailes, était un accompagnement qui faisait saliver les papilles. L'histoire, comme l'expérience, sortait de Nessim en devenant une action parallèle. Alors, continua Nessim, je mis tout ce tas dans mon turban et le portai en baluchon jusqu'au village voisin, où je fus reçu en héros bienfaiteur. Aussitôt, les villageois organisèrent les braseros et l'on dégusta les sauterelles tantôt frites, tantôt en omelette. Je fus chaudement remercié par le caïd, inquiet pour l'avenir, qui me chargea d'un appel à la solidarité auprès du gouverneur de la région de Mogador. Les paysans se convertirent en ramasseurs de sauterelles. Pour cela, ils devaient soit les surprendre de bon matin, encore assoupis, soit attendre qu'un petit vent les rabatte sur le sol, rassasiées et lourdes. Raphaël, toujours sur la selle, voyait ainsi défiler sa vie. Il écrasa une petite larme, se demandant à qui il pourrait bien raconter son émotion. Lui, le messager. Aujourd'hui, devant la porte de la ville, sur une bicyclette flambant neuve, il ne ressentait ni inquiétude ni nostalgie. Ce qu'il sentait monter en lui
C'était une joie nette, mesurée. Une mouette émit un cri, bref et précis, qui lui rappela sa mère quand elle répondait au coup de la petite main de bronze sur la porte. « Schon! Schon !» Qui sait? La pauvre ne survécut que quelques mois à son mari. Voilà qu'ils sont partis, sans lui avoir trouvé une fiancée. 3 commandements, selon la tradition, un père doit envers son fils. Lui apprendre à nager, lui apprendre un métier et le conduire sous le dais nuptial. Pour ce qui est de nager, Nissim ne savait pas du tout. Et l'oued, qui passait près d'Imintanout, permettait à peine à quelques grenouilles, la saison des pluies venue, de faire quelques brasses. Et dire qu'il portait dans son hazem une demande en mariage. Plutôt un appel, une recherche. Ah, comme il se verrait bien marié lui aussi. Défaisant à son retour de voyage sa ceinture au milieu de sa petite famille, impatiente de découvrir les petites surprises ainsi que des bonbons anglais. J'ai besoin d'un baiser d'une femme aimante et qui commencerait par éloigner tout le mal autour de moi avant de prononcer mon nom. Sans cela, la vie est une froide plaisanterie. Que m'as-tu apporté cette fois, me dira-t-elle, avec de grands yeux brillants, dans une atmosphère baignée d'eau de Cologne, dans une maison qu'elle aurait rendue habitable. À cet instant, Raphaël prit conscience qu'il ne savait ni chanter, ni dire un seul poème par cœur. Il serait bien embêté si une femme se présentait à lui, là, maintenant. Comment la distraire? Ah, si. Il sait faire tourner les toupies de Hanouka. Les crécelles de Pourim. Oui, mais ça n'amuse pas beaucoup les jeunes filles à marier. Raphaël était tout à sa profession. N'avait que la force et le courage, mais ça ne suffit pas. Bon, n'y pensons plus, se dit-il. Je m'y mets dès mon retour à Imintanout. J'apprendrai à chanter un cantique et aussi un poème par cœur, celui-là même qui parle de soie noire, de yeux noirs. Il est temps d'associer l'âme à la raison et perpétuer l'espèce. À présent, on entend les derniers chalutiers accompagnés d'une nuée de mouettes rentrer au port. Sur la plage, la relève des gardes-côtes à cheval est arrivée pour la nuit. Et Raphaël n'est toujours pas décidé à rentrer dans la ville, prenant conscience qu'à force de passer sa vie sur les routes, il n'a pas appris à chanter alors que chez lui, toutes les femmes ont été séduites par le chant et les belles paroles.
Il a été un intermédiaire parfait pour les candidats au mariage. Quant à lui, incapable de se mettre en valeur devant une fille. La vérité ne sort pas de la bouche des enfants. Bien au contraire, ils se construisent avec le mensonge. Ils enjolivent le métier de leur père, en font un héros devant leurs camarades. À la maîtresse, ils racontent que leur mère est belle, qu'elle sait tout faire. Raphaël aurait dû comprendre, à l'instar de son père, que l'histoire, pour être entendue, devait prendre le chemin de la fiction. La réalité visible doit céder à l'action parallèle. C'est bien beau d'avoir connu les routes, d'avoir une belle bicyclette et de ne pouvoir déclarer son amour à une femme. Alors quand on n'a plus de parents, il vaut mieux savoir chanter. Oui, je goberai des œufs le matin pour m'éclaircir la voix. Et je chanterai toutes les prières à la synagogue pour m'exercer. Je dois être le chanteur attitré de ma femme et de mes enfants, celui qu'ils préfèrent. À la consultation chez le rabbin, je demanderai si dans le Talmud, il n'y a pas un traité de séduction. Il y a bien un traité sur le mariage. La Torah a pensé à tout. Il est impossible qu'elle laisse passer une étape aussi importante de la vie des hommes. Il y va de la pérennité de notre peuple. Pourquoi les chats ont de si belles moustaches? Les papillons se dessinent bien des yeux et les fleurs attirent leur fécondateur avec du parfum. Raphaël comprit qu'être vrai n'est pas glamour, qu'il lui fallait un supplément d'art pour se libérer de la contingence d'être un homme. Peut-être faut-il entrer dans la Kabbale pour y repérer des signes. Restera-t-il du temps pour porter les messages? Il passa la main sur son front comme en un ultime geste avant d'entrer en scène et de toutes ses forces appuya sur la pédale de sa bicyclette. Arrivé devant la première porte, Raphaël mit pied à terre. Ça n'était pas là, à proprement parler, un règlement de la ville, mais de cette façon, il aurait davantage le loisir de lever les yeux aux fenêtres qui ne manqueraient pas de curieux. Raphaël Ben-Senior et sa bicyclette franchirent, main dans la main, les deux portes de la ville. Mais au fait, comment cette petite reine hollandaise, verte comme la plupart des semblables de sa génération, avec son énorme sonnette chromée, était-elle parvenue jusqu'à Imin Tanout, petit village sur la route de Marrakech, alors qu'à Mogador, comptoir de Sa Majesté, on n'avait que des bicyclettes anglaises. L'explication de ce secret, il l'a gardée pour M. Ben Sabat, son protecteur. Il prit soin de ne pas retirer ses pinces à vélo pour bien montrer
sa relation avec la petite reine et actionna la sonnette comme on lâche un petit cri de joie quand on est seul. Ce geste suivi de l'expression de son bonheur. Ce geste expriait la victoire sur les aléas de la route et l'hommage à son corps. La rumeur de l'arrivée de Raphaël ne tarda pas à courir dans la ville. Rue du Marché, aux Épices, les sœurs Joëria, comme on les surnommait, étaient au balcon. Les parents originaires de Tanger espéraient un fiancé pour chacune de leurs filles. Perla, Oro, Diamante et Fortuna. Raphaël vient passer le Shabbat avec nous, lança la mère. Je suis attendu, lui répondit-il, je passerai demain à l'heure du thé. Monsieur Ben Sabbat habitait une maison près des fortifications portugaises, dont le portail bleu ciel, orné de gros clous à tête ronde, était assez large pour laisser passer une charrette. Le rez-de-chaussée, autrefois magasin de peinture pour la marine anglaise, s'est transformé en entrepôt, abreuvé les chèvres. S'est transformé en entrepôt, avec tout de même une petite fantaisie en son milieu, un jet d'eau qui, à l'origine, abreuvait les chèvres que l'on rentrait le soir. Les sacs étaient entreposés en silence. Le personnel parlait à voix basse, de peur de couvrir le bruit de l'eau. Les 2 étages supérieurs organisés autour de la balustrade en carré et à ciel ouvert étaient destinés à l'habitation. Sur la terrasse, une tour avec un mat au bout duquel flotta le drapeau de l'Union Jack, du temps où cette maison hébergeait le consulat d'Angleterre. Raphaël souleva la petite main de bronze et cogna. Messodi, une jeune fille bien en chair, entr'ouvrit. Il reconnut la fille de Meyer Akiba, le ferblantier. Timide, elle baissa les yeux tout en tenant la porte pendant que Raphaël rangeait sa bicyclette dans l'entrée. « Bienvenue !» cria monsieur Ben Sabbat. De l'autre côté du patio, « Entre, assieds-toi, prenons un thé. Tu n'as qu'une demi-heure pour me parler affaires avant le dîner. As-tu fait bonne route sur la bicyclette ?» Et avant que Raphaël n'eut le temps de répondre par la formule consacrée, « Béni soit le Tout-Puissant, Baruch Hashem. » Il continua, « Oui, je sais, les nouvelles se répandent vite dans notre petite ville, à travers les terrasses. On parle à Amande, Caroube, Olive, puis Raphaël sortit de son hezem une lettre de change, ainsi qu'un message du chef de la communauté d'Imintanot, où il était question, entre autres, d'un riche veuf qui cherchait à épouser une jeune fille. « On verra ça après, » dit monsieur Barchéchat. Ben Sabbat. « Dis-moi d'abord, d'où vient cette bicyclette hollandaise ?
Vous vous souvenez, répondit Raphaël, de ce consul de Hollande qui, lors de ses déplacements à Imintanout, avait remarqué Sultana, la fille de Moshe, le courtier en grains. Il en était tellement amoureux qu'il finit par se faire circoncire pour l'épouser enfin. Oui, je m'en souviens, dit monsieur Ben Sabat. Belle histoire d'amour. Et la bicyclette dans tout ça? Tu aiguises ma curiosité. Je reconnais là la façon de raconter de ton père. Que Dieu ait son âme. Justement, c'est mon père qui portait les messages à Moshe, tandis que Sultana était en pension à Mogador. Cette histoire avait fait grand bruit à l'époque, vous vous rendez compte? La fille de Moshe d'Imintanout partir avec un chrétien de Hollande. Mais avec le temps, ce brave consul s'avéra sincère. Il ne se fit pas circoncire uniquement pour épouser Sultana, mais apprit les lois et mangea cachère. Les Hollandais sont gentils, ils aiment les Juifs, peut-être qu'ils le sont un peu, qui sait, des descendants d'une tribu perdue d'Israël et que Dieu ramène à nous petit à petit. C'est ce que Moshe dit à sa fille pour l'assurer de son soutien avant son départ. Mon père, non seulement servit de messager, mais trouva le circonciseur. Vous vous rendez compte du circonciseur qu'il a fallu pour un adulte? Après ça, le consul prit le nom de Salomon, promit de respecter la loi de Moïse, et comme Ruth, la Moabite, dit à Sultana, « Là où tu iras, j'irai, ton peuple est mon peuple, et là où tu seras enterré, là-bas, je serai enterré. » De retour à Amsterdam, il demanda à son administration de l'affecter de préférence dans une ville avec synagogue. Monsieur Ben Sabat posa la question. Alors, la bicyclette. Raphaël, eh bien c'est Salomon van Erkert, le consul, qui me l'a expédié de Hollande, en signe de reconnaissance du bonheur que mon père lui procura en plaidant sa sincérité auprès de son futur beau-père. Il nous a raconté qu'à Amsterdam, dans les synagogues, ils chantent comme chez nous, qu'ils ont des temples où ils disent du bien des Juifs. Des fois, ils disent même que ce sont des frères. Je vous le répète, monsieur Ben Sabat, c'est hollandais, ce sont d'anciens Juifs. Toujours selon lui, des descendants de réfugiés qui avaient été obligés de se convertir dans leur pays et qui pratiquaient en cachette, disaient avant d'entrer dans une église, « Dans cet endroit je rentre, mais ni bois, ni pierre. J'adore seul, j'adore Dieu qui gouverne tout. » C'est quand même un consul. Il a appris. C'est forcément vrai ce qu'il dit. Tenez, il a retrouvé dans sa famille une coutume qui consiste à embrasser le montant de la porte de la maison sans qu'il y ait de mezouza. Monsieur Ben Sabat répondit
je vois là que tu es le digne fils de ton père. Vite, encore, raconte, avant la synagogue. Raphaël, il faut maintenant penser à trouver une femme à mon riche veuf. Monsieur Ben Sabbat se mit à réfléchir, se ravisa et dit « J'ai bien quelqu'un pour ton veuf, mais j'y tiens beaucoup. C'est Messodi qui travaille chez nous. Je ne voudrais pas la donner à un vieillard. Et puis, je t'ai observé pendant que tu racontais, j'ai vu ton allure, tes muscles, ta bonté, et j'ai pensé, en voilà un qui protégera ma Messodi. N'est-ce pas, Raphaël? Il est temps que tu penses enfin à toi. N'attends pas de perdre tes cheveux. Messodi est une bonne maîtresse de maison, issue d'une famille honorable, qui s'occupera de toi comme d'un sultan et élèvera tes enfants dans la tradition. Il est temps pour toi de fonder une famille. Nous célébrerons ton mariage dans cette maison et je m'occuperai de tout. Raphaël sentit des vapeurs lui monter à la tête et des baisers aux lèvres. Comment lui, le petit messager, allait épouser une fille de Mogador formée dans une grande maison et aux frais de son protecteur? Pour l'heure, dit M. Ben Sabbat, préparons-nous à aller à la synagogue. Nous parlerons de tout cela demain matin si Dieu veut. Messodi, qui s'était éclipsé pendant l'entrevue, réapparut toujours les yeux baissés, traversant le patio pour aller dresser la table, laissant traîner derrière elle comme un parfum de fête. Raphaël renversa sa tête en arrière et s'adressant à Dieu, lui dit : toi qui m'as gardé en bonne santé jusqu'à aujourd'hui, donne-moi juste la patience d'attendre demain soir à la sortie du Shabbat pour déclarer mon amour à ma future sultane. Au retour de la synagogue, les hommes furent reçus par les femmes assises dans le patio, les portes de la maison grande ouvertes. Messodi, entre-temps, informé de la proposition du maître de maison faite au messager, leva cette fois-ci les yeux et, dans un imperceptible frémissement des lèvres, fit comprendre à Raphaël qu'elle ne désapprouvait pas la démarche. J'ai beau me promettre de ne pas mettre de blanc à l'intérieur de ce texte, mais au fur et à mesure que je le lis, il m'émeut d'une façon juste incroyable. Je continue. Messodi, entre-temps, informé de la proposition du maître de maison faite au messager, leva cette fois-ci les yeux et, dans un imperceptible frémissement des lèvres, fit comprendre à Raphaël qu'elle ne désapprouvait pas la démarche de M. Ben Sabbat. Puis la nombreuse famille et tous les invités prirent place autour de la table. Après la bénédiction du pain, Raphaël reprit son dialogue avec le Tout-Puissant. « Béni sois-tu, lui dit-il,
Tu m'as gardé en bonne santé, tu as mis sur mon chemin Messodi. Maintenant dis-moi comment je vais l'emmener pour la présenter à ce qui me reste de famille. La réponse lui vint le surlendemain matin, de la bouche même de son hôte, qui le prit à part et lui dit: Tu iras demain matin chez le père de Messodi. Il est ferblantier, comme tu sais. Tu lui demanderas de ma part de se débrouiller pour installer un siège à la mesure de sa fille sur ta bicyclette. Après une nuit sans sommeil, Raphaël quitta la maison aux aurores en direction du quartier des artisans, et le soir, après avoir rangé sa bicyclette, cette fois-ci dans le patio, il appela toute la famille pour venir admirer le travail d'Isaac. En effet, ce dernier avait réussi à installer au-dessus de la roue arrière un petit fauteuil recouvert de soie. Raphaël invita Messodi à faire un tour pour éprouver la résistance de l'ouvrage et en profiter pour enrichir ses attitudes vis-à-vis de sa fiancée. Tout de même, se dit-il, je devrais à présent penser à mon veuf et lui chercher une fiancée. Demain, je ferai passer le message dans les synagogues. Oh, et puis, réflexion faite, il attendra. Il a déjà connu une femme. Quant à Messodi, accroché au gilet de Raphaël et confortablement installée sur son petit coussin, elle n'avait qu'une hâte: quitter les remparts de Mogador, voir une autre ville qui ne serait pas une presque île. Née à Mogador, elle n'avait jamais eu l'occasion de s'en éloigner, ne fût-ce que de quelques kilomètres, et avait du mal à s'imaginer que l'on puisse bâtir des villes ailleurs qu'au bord de la mer. Raphaël sentait tout cela dans le tremblement des mains qui l'agrippaient. Il en fut ému et l'aima encore plus. Le lendemain matin, de très bonne heure, il se précipita dehors pour acheter de l'eau de Cologne et du chocolat en poudre qu'il porta dans la chambre de Messodi, lui annonçant qu'il prendrait la route le lendemain et qu'elle devait se préparer. À l'aube, Raphaël fit sa prière et à la fin, tout en ôtant ses phylactères, son châle encore sur les épaules, sortit admirer le lever du jour. À présent, toute la maisonnée était réveillée. Les femmes préparaient le thé, tandis que les hommes finissaient leur prière. Messodi, les yeux humides, son baluchon à la main, s'approcha de Raphaël et, sans mot dire, lui fit comprendre qu'elle était prête. Alors il enleva son béret, qu'il remplaça aussitôt par le turban de voyage. Suivi de toute la famille, il sortit sa bicyclette, qu'il posta devant la porte de la maison, prit une respiration et l'enfourcha, tandis que Messodi s'installait sur son siège. Nouvelle respiration, cette fois-ci pour appuyer sur la pédale. Puis il lança à haute voix:
route de paix. Formule aussitôt reprise par toute la famille rassemblée qui voyait pour la première fois Messodi s'éloigner de la mer. Je n'ai même pas cherché à savoir combien de personnes ont assisté à la lecture de ce chapitre qui raconte à sa façon, à la façon de Jokakon, comme un orfèvre préparerait un bijou. De cette même façon, Jokakon nous raconte non seulement la beauté de la vie simple, la beauté d'avec les gens simples, mais surtout le sens aigu de la famille, du devoir, de la mission. C'est ce que nous véhicule ce texte que nous venons de lire. Et aujourd'hui, à cet instant, je lance les invitations qui veut monter pour dire ce qu'il a pensé de ce récit très typique qui vous laisse penser quel était le mode de vie marocain bien avant l'Exode. Donc, j'invite et à vous de choisir. Bien, la lecture va s'achever là. Vous étiez quand même 1200 cas en mouvance. Ça fait plaisir, l'histoire doit faire son chemin. Il s'agit du patrimoine de la marocologie, l'art de vivre. L'art de vivre, c'est dans les contes de Mogador, et j'espère vous les lire un par un, très vite.